Bienvenue sur l'Actu en tête. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'actu en tête, l'actu que nous avons en tête et l'actu qui, bien souvent, nous entête. Comme chaque semaine, on prend le temps de s'arrêter sur un sujet d'actualité qui a marqué tous nos esprits et déjà quelques semaines que cet incendie, cette tragédie s'est déroulée. Nous en parlerons avec à mes côtés Fabrice Pastor, que je suis très heureux de retrouver, neuropsychologue, formateur, conférencier, auteur qui travaille depuis de nombreuses années sur les mécanismes cognitifs, émotionnels et comportementaux, notamment chez les enfants et les adolescents. Bonjour Fabrice. Bonjour Didier, bonjour à toutes et à tous. Je rappelle une nouvelle fois Didier que tu es journaliste, président du Psychodon, commissaire général du Forum national de la santé mentale et que tu as interviewé tout au long de ta carrière plusieurs responsables politiques et dirigeants, artistes, figures publiques, avec toujours une attention portée à l'humain derrière l'actualité. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, Fabrice, nous allons revenir sur ce drame qui s'est déroulé il y a déjà quelques semaines en Suisse, à Crans-Montana, dans la nuit du Nouvel An. Un incendie dans un établissement où se déroulait la fête de fin d'année. Le bilan est extrêmement lourd, 40 morts, parmi eux 20 mineurs, 119 blessés, parfois très gravement, sans compter tous les traumatismes collatéraux suite à cette tragédie, et c'est un bilan qui est peut-être pas tout à fait définitif. Cette soirée qui devait marquer le passage à une nouvelle année s'est transformée en quelques minutes en un piège mortel. C'est un vrai contraste. Oui, un fort contraste parce qu'il y a la fête, il y a la musique, la bonne année, la célébration et tout d'un coup la peur, la fumée, le feu et la perte totale de contrôle. Alors ce type d'événement, assez rare heureusement, vient heurter quelque chose qu'on a très profondément ancré en nous parce que ça touche à la fois au corps évidemment par la brûlure, on va l'évoquer par la suite, à la peur évidemment qu'on va aussi évoquer, mais aussi à la question de la responsabilité et à notre difficulté parfois collective à penser le danger tant que celui-ci reste abstrait. Je te propose que nous ne restions pas seulement évidemment à se rappeler les faits, fussent-ils tellement tristes et dramatiques, mais qu'on essaie aussi de comprendre ce qui s'est joué, puisque nous avons l'opportunité de profiter de tes compétences de neuropsychologue dans les cerveaux, dans les comportements, dans les décisions et peut-être même dans les manques. C'est un épisode difficile, mais qui est nécessaire parce que derrière les chiffres, il y a ces vies emportées, des familles détruites et une société qui doit regarder en face ce qui n'a pas fonctionné. Parce que jouer avec le feu, c'est une fascination, c'est peut-être de l'immaturité, c'est de l'illusion du contrôle, mais dans ce cas-là, ce qui a marqué l'opinion publique, ce sont les images, ces vidéos filmées à l'intérieur d'établissements où on y voit des jeunes qui rient, qui dansent et qui filment ce plafond qui s'enflamme et qui commence à se propager à la fois le feu et des fumées. Cette question qui revient sans cesse, pourquoi personne ne réagit tout de suite? Pourquoi pas un adulte n'intervient pas tout de suite de façon adaptée, cohérente, alors que le danger est là, visible? On voit juste un jeune qui a l'air de vouloir éteindre le feu avec son t-shirt ou un pull, et encore, on ne sait même pas s'il a vraiment compris tout ce qui s'est passé. Oui, oui, on n'a pas encore tous les éléments. On a eu quelques vidéos qu'on a vues sur les différentes chaînes d'information. Et évidemment, il y a une enquête qui est en cours. Toujours cette idée du feu, l'idée que la dangerosité du feu, elle n'est pas toujours perceptible immédiatement comme étant un danger, justement. Si on remonte un peu dans le temps, il y a une sorte de fascination un petit peu sur le feu qui attire le regard parce que voilà, ça éclaire, ça hypnotise un petit peu. Depuis l'enfance, d'ailleurs, on apprend à s'en approcher par petites touches. D'abord la bougie d'anniversaire sur le gâteau, la flamme qu'on observe, les petites étincelles. Le problème, c'est que cette familiarité va créer une sorte d'illusion de maîtrise. Tu veux dire qu'on croit savoir ce qu'est le feu, alors que l'on n'en mesure pas vraisemblablement la violence, la dangerosité? Le feu n'est pas nécessairement traité tout de suite comme un danger immédiat, notamment lorsqu'il est associé à un contexte festif. Une flamme dans une fête va pas déclencher les circuits d'alerte. Et chez les ados, cette difficulté, elle est encore plus marquée parce que on dit souvent leur cerveau est encore en construction. Alors là, effectivement, il y a de jeunes adultes, mais bon, il y a certaines régions qui peuvent être impliquées dans l'anticipation et dans la prise de décision à long terme, qui peuvent encore être, dirons-nous, entre guillemets, un peu immatures. Quand ces jeunes filment le plafond qui commence à brûler, c'est pas forcément de l'inconscience au sens moral du terme. C'est pas une absence d'intelligence, c'est une combinaison de plein de choses. Ça peut être
Déjà, ne serait-ce que le contexte collectif et la mauvaise lecture du danger. Selon l'âge d'ailleurs, la représentation du danger, elle est différente. Bon, le feu ici, dans ce cas précis, il a commencé doucement, il n'y a pas eu d'explosion. Donc ça renvoie pas à certaines images spectaculaires qu'on peut avoir et que notre cerveau peut associer à une menace grave. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à ce moment-là, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes filmaient. Et filmer, c'est un peu le jeu, on est dans le registre du jeu. On prend un peu de la distance à ce qui se passe. C'est l'effet de groupe qui a joué aussi. Le contexte de fête et ces feux de Bengale sur des bouteilles de champagne. Oui, c'est ça. Et alors, dans un groupe, ce qu'on voit aussi, c'est que chacun va observer les autres pour savoir comment interpréter la situation. Donc, dans la situation présente, si personne ne fuit, si personne ne crie, de manière un peu inconsciente, chacun va se dire, OK, tout est sous contrôle. Et finalement, personne va se sentir légitime pour agir. C'est comme si chacun attendait un signal, le signal de l'autre. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on entend encore des jeunes chanter quand le feu commence à se propager. Alors justement, ce signal, on peut se demander pourquoi il n'a pas eu lieu. On aurait pu s'attendre, on serait en droit de s'attendre à ce qu'un adulte intervienne pour organiser la sortie, l'évacuation, à ce qu'un adulte intervienne avec des extincteurs et que la situation soit prise en charge. Or, dans le contexte qui est rapporté, il n'y a pas eu d'intervention immédiate, il n'y a pas eu d'adulte qui impose l'évacuation et pas d'utilisation visible d'extincteurs par un adulte dans la salle qui pourrait lutter contre la dangerosité immédiate de l'incendie. Oui, voilà, on rappelle qu'on est encore sous le coup du début de l'enquête, donc on n'a pas tous les éléments. On a effectivement ce que peuvent nous rapporter les informations peut-être parcellaires qu'on a actuellement, mais si on fait une analyse un petit peu de la situation avec les éléments qu'on a aujourd'hui, dans ce qu'on a pu voir, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas finalement de figure d'autorité claire dans cette histoire. Le feu, dans cet événement tragique, devient au départ, évidemment, un peu un objet spectacle. On est encore un peu dans l'idée jouer avec le feu, au sens symbolique, dirons-nous. Donc on flirte un peu avec le danger et on a du mal à accepter le fait qu'il ait déjà franchi un seuil un peu irréversible. Et ce seuil irréversible franchi lorsque le feu devient mortel, il est compris, et là c'est le cas, il est compris trop tard. Le problème, c'est que le feu va pas laisser de temps d'apprentissage. Quand le cerveau réalise que c'est plus un jeu, que c'est pas juste une bougie, que c'est pas juste un simple feu de Bengale sur une bouteille de champagne, mais que ça devient là une vraie menace vitale, alors là, on rentre dans un autre registre. Là, c'est la peur tout de suite extrême. La peur extrême, la peur qui prend le contrôle, cette peur qu'ont dû vivre les personnes dans cette situation, dans ce bar, pub, transformé en discothèque, une panique, une sidération. À partir du moment où le feu n'est plus un spectacle, mais une menace immédiate, tout change. Les témoignages des survivants parlent d'un basculement brutal, le bruit, la fumée, la chaleur, la perte de repères. Certains disent qu'ils n'ont pas compris tout de suite ce qui se passait, d'autres racontent une impression d'étouffement, de chaos, d'impossibilité de réfléchir. Beaucoup utilisent la même image, celle d'un piège, d'un sentiment d'enfermement, avec cette expression répétée, se sentir comme des rats. Ce qui frappe, c'est que ces récits se ressemblent alors que les personnes ne se connaissent pas. Ils font les mêmes récits dans ces situations. Les récits sont communs. On retrouve toujours les mêmes mots, les mêmes sensations, comme si le vécu psychique suivait un scénario commun à chacun et pour tous. Oui, c'est ça. En fait, quand la peur devient là extrême, notre cerveau va basculer dans un mode assez spécifique. On n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans la décision réfléchie, posée. Cette menace imminente active de manière assez massive des structures impliquées dans la survie. Cette activation va donc court-circuiter, en quelque sorte, une grande partie de certaines régions, notamment les régions frontales, à l'avant de notre cerveau, qui permettent de prendre le temps d'analyser, d'anticiper, de planifier. Donc, concrètement, l'attention va se focaliser uniquement sur certains éléments. Les éléments de survie, la sortie, l'air, le fait de suffoquer. Alors, le temps, il est perçu de manière un peu distordue. Certaines personnes, dans d'autres situations, rapportent qu'ils ont l'impression que tout va très vite. Et d'autres, paradoxalement, ont l'impression que tout s'est figé, que le temps paraît extrêmement long. Donc, dans cette situation, notre cerveau ne cherche plus la meilleure solution de manière réfléchie. Il va plutôt envisager la solution immédiate. Ce qui explique des comportements qui, vus de l'extérieur, pourraient paraître incohérents. Des personnes qui reviennent en arrière, d'autres qui
saisis, sidérés, se figent, ou d'autres encore qui suivent un mouvement collectif, même s'il mène vers l'impasse ou l'entassement vers un embrasement mortel. Dans les récits que l'on a pu lire ou entendre, il n'y a pas de logique claire, pas de stratégie réfléchie. Il y a une urgence vitale à interagir de façon paradoxalement très incohérente en mode survie. Oui, on parle souvent de panique. Après, il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière ce mot. La panique, c'est pas une agitation désordonnée, c'est par manque de contrôle en quelque sorte. C'est quand notre cerveau il est submergé par des signaux d'alarme qui nous viennent de toutes parts. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Notre respiration s'accélère, notre cœur s'emballe, les muscles se contractent, se préparent. Et donc dans cet état, il y a des personnes qui courent, il y en a d'autres qui vont rester figées, immobiles. C'est la sidération. Notre corps va se figer parce que le système nerveux il est saturé de stimuli, saturé d'informations. Donc voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction, il y a finalement des réponses automatiques qui sont dictées par plein de choses, par l'histoire, par le stress, par l'environnement. Tu nous expliques que cet état, qui est un état neurobiologique, ne s'arrête pas pour les survivants une fois sortis du bâtiment. Et non, parce que pour beaucoup, ce qui commence ce soir-là va pas du tout se terminer avec l'extinction de l'incendie. Le cerveau va garder des traces très très durables de cette expérience, avec des images qui reviennent, des odeurs, des sensations corporelles, des réveils nocturnes, de l'hypervigilance. Ce sont des manifestations classiques de ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et donc, chez ces adolescents et chez ces jeunes adultes, ces traces peuvent être encore plus marquées parce que le cerveau est ici encore, on l'a dit, en plein développement. Donc cet événement va s'inscrire dans une période qui va durer dans le temps, où le rapport à l'identité et au corps sont encore parfois assez malléables. Alors dans cette tragédie, il y a les décès, les souffrances, toutes les tristesses, les traumatismes que tu viens de développer. Et pour beaucoup de ces personnes, la vie ne reprendra pas simplement là où elle s'était arrêtée. Oui, il y a un avant et un après, il faut devenir comme après, dit-on parfois. Et donc même pour ceux qui n'ont pas été blessés physiquement, ça va laisser une empreinte. C'est un peu la sensation que le monde peut devenir dangereux sans prévenir et que la fête peut basculer tout de suite en drame. C'est une rupture de continuité, c'est une rupture qui va demander du temps, évidemment un accompagnement, aussi une reconnaissance sociale du traumatisme qui a été vécu. Et pendant que ces jeunes tentent de survivre psychiquement à ce qu'ils ont vécu, que d'autres familles avancent dans leur deuil, une autre dynamique s'installe très vite dans la société. Oui, oui, il y a un autre aspect qu'il faut peut-être évoquer aussi, même s'il est mal à l'aise, alors avec tout le respect, mais c'est l'idée du corps. La brûlure, c'est une violence extrême, c'est extrêmement douloureux. Médicalement et psychologiquement, c'est une atteinte de notre intégrité corporelle, mais aussi de la continuité de l'existence. Le corps, quand il est brûlé, il y a besoin de soins répétés. Il y a une dépendance aux équipes médicales. Alors, chez les grands brûlés, bon, le rapport au corps, il change radicalement. Cette peau qui protège, qui permet le contact, elle n'a plus le même rôle. Chaque geste va être douloureux. Les regards aussi sont pesants. Puis en plus, il y a un risque infectieux qui est majeur. Donc, c'est une brûlure qui touche pas seulement les tissus, elle touche aussi l'image de soi, le sentiment d'exister dans un corps familier, reconnaissable. Puis il y a aussi le regard des autres, les cicatrices visibles, les marques, les transformations parfois, hélas, du visage ou du corps. Ça expose encore à une nouvelle vulnérabilité qu'il est important d'anticiper. C'est tout simplement la peur d'être observé, la peur de se regarder dans le miroir, la peur d'être réduit à ses blessures et la peur de susciter le malaise ou la compassion. Et donc pour beaucoup, sortir, se montrer et reprendre une vie sociale, ça peut devenir une épreuve. Pour les survivants, pour ces grands brûlés, on le rappelle, pour certains à plus de 60%, la reconstruction ne se limite jamais à la peau, mais aussi, au-delà du périmètre corporel, à la reconstruction du périmètre de soi au sens large et d'une nouvelle relation à soi. Ça concerne l'identité, ça concerne la place parmi les autres et la capacité à se projeter dans l'avenir. Ces jeunes vont devoir composer avec un corps qui ne répond plus comme avant, avec des limites nouvelles. On se sent vulnérable. Alors, c'est une vulnérabilité
physiques et psychiques. Alors il faut le dire clairement, hein, ils n'auront plus jamais exactement la vie qu'ils avaient avant cette nuit, ça va demander du temps et la reconstruction va finalement vers l'inconnu. Combien de temps? Qu'est-ce que je vais devenir? Alors voilà, encore une fois, il faut être très respectueux de cette situation parce qu'en plus les risques, psychiques sont importants. Risque d'isolement, risque de rupture relationnelle, parfois des idées suicidaires. Donc ça impose un accompagnement psychologique soutenu et prolongé. Puis rappelons aussi, hein, que le passage à l'acte suicidaire, c'est aussi vouloir rompre avec la souffrance et avec la douleur. Dans ces parcours de vie, dans ces parcours de soins, le rôle des proches et des équipes médicales est fondamental. Toutes ces personnes seront également mises à l'épreuve. Les soignants auprès des grands brûlés accompagnent dans la durée, souvent dans des conditions très difficiles, avec des protocoles invasifs qui nécessitent des passages dans les blocs opératoires répétés, avec des douleurs difficiles à soulager. Les familles sont à l'épreuve, elles soutiennent parfois sans savoir comment faire, prises elles-mêmes dans la sidération et l'inquiétude. Et puis, il y a le reste de la société. Comme tu le disais, le silence parfois maladroit, la gêne, la difficulté à trouver les mots justes. Entre la compassion excessive et l'évitement de la personne, il y a souvent peu d'espace pour une présence simple, des mots justes, respectueux, qui reconnaissent la souffrance sans enfermer la personne dans son statut de victime. Oui, tu as raison quand tu parles de silence, hein, c'est des fois, la seconde épreuve parce que ce silence renforce l'isolement et parce qu'il empêche aussi de penser collectivement ce que, les blessés viennent nous rappeler sur la violence de ce qui s'est produit. Et très vite, face à cette souffrance visible et psychique, face à ces vies bouleversées, une question revient, même si elle n'est pas la réponse, même si elle ne constitue pas toutes nos attentes de réponse, presque mécaniquement, c'est la question des responsabilités au pluriel. Responsabilité, c'est une chaîne de causalité, de manque, de manquement et de besoin, et sans forcément qu'il y ait un coupable. Après le choc, après la sidération, une autre temporalité s'installe vite, celle de l'enquête, de la recherche des responsabilités. On le disait, les familles, l'opinion publique sont en droit d'attendre des réponses. Les médias cherchent également à comprendre comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire dans un lieu censé accueillir un public à un moment festif, à un soir aussi symbolique que le passage à la nouvelle année. Plusieurs niveaux de responsabilité émergent. D'abord, la présence des mineurs dans un établissement festif tard dans la nuit. La question du cadre, du contrôle et du rôle des parents se pose, pas pour accuser, mais pour interroger un système de tolérance collective, Fabrice. Tous les parents n'étaient peut-être pas informés ou au courant que leurs jeunes adolescents étaient dans cette boîte, dans ce bar à ce moment-là. Oui, absolument. Ensuite se pose la question de la responsabilité des autorités locales. Des éléments d'information semblent nous suggérer qu'il y aurait eu un manque de contrôle, disons régulier, que les personnes qui exercent ces contrôles ne seraient pas suffisamment en nombre, avec des pénuries de moyens humains, une réalité connue dans de nombreux territoires où la prévention repose sur des dispositifs, des diagnostics techniques qui sont souvent réalisés de façon fragile, aléatoire ou sous-dotés de moyens. Et enfin, il y a la responsabilité du gérant de l'établissement, sécurité des lieux, conformité, anticipation. L'enquête et les procédures nous éclaireront dans les semaines, les mois, les années à venir. Il devient rapidement un visage central de l'affaire. Lui, c'est celui sur lequel se concentrent les colères et les attentes de justice. C'est le gérant, le responsable de l'établissement. À cela s'ajoute le témoignage des secouristes, les pompiers. Ils parlent de moyens limités eux aussi, de matériel parfois inadapté, d'un sentiment d'impuissance face à l'ampleur de l'incendie. On le voit bien, les responsabilités sont au pluriel et il faut prendre cette distance-là avec toute la charge émotionnelle que nous ressentons tous face à ces décès, à ces vies brisées, à ces souffrances, à ces handicaps et face à ces traumatismes, Fabrice. Face à une telle violence, on a après, tout à fait naturellement, besoin de comprendre. Comprendre, OK, certes, mais plus encore, on voit qu'il y a un besoin de désigner. Là, la responsabilité va devenir un nouveau point d'ancrage, de transformer la catastrophe en quelque chose de sensé, d'intelligible. Le problème, c'est que ce besoin de sens pousse souvent à simplifier. On va, alors c'est un peu inconscient, mais on va chercher un responsable unique, un visage, une personne sur laquelle concentrer notre angoisse collective et nos attentes. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de bouc émissaire. Alors je ne dis pas du tout que c'est un bouc émissaire, mais
ici, comme on est dans l'analyse, on peut un petit peu se questionner sur cette notion de bouc émissaire. L'idée de bouc émissaire, c'est le fait que ça soulage, parfois temporairement, parce que ça peut donner un peu l'illusion qu'en punissant quelqu'un, on rétablit un ordre. Alors, je rappelle, encore une nouvelle fois, vraiment que l'enquête est en cours et qu'on n'est pas du tout là ensemble avec Didier, tous les deux, pour déligner des coupables. Mais dans les faits, la responsabilité ne fonctionne pas de manière linéaire. Elle est presque toujours systémique. Ce n'est pas une personne, on le voit dans cette affaire tragique. C'est une chaîne de décisions, c'est une chaîne de manque. Et c'est des tolérances qu'on a vues qui sont anciennes. Donc, ça peut être des normes qui sont connues mais qui sont assouplies. On l'a vu aussi des contrôles, des normes incendie, des normes de sécurité qui ont été espacées et des alertes qui ont pu être aussi minimisées. Donc, scientifiquement, c'est un peu une causalité cumulative. Aucun élément pris isolément n'explique tout, certes, mais c'est cette accumulation qui va créer les conditions de la catastrophe. Ce raisonnement est évidemment, face à de telles souffrances, face à de telles colères tellement légitimes, ce raisonnement est difficile à entendre pour nous et pour tous, parce qu'il va à l'encontre de l'émotion immédiate qui nous saisit. Oui, parce que la colère et la tristesse cherchent une cible, mais la responsabilité diffuse, on va dire, elle est plutôt inconfortable. Elle renvoie chacun à une petite part de participation indirecte. Et elle questionne une société qui accepte de fonctionner à flux tendu en matière de sécurité tant que rien de grave se produit. C'est un peu pareil dans notre système de santé. C'est-à-dire qu'on accepte que ça fonctionne à flux tendu, que les personnes soient entassées dans les couloirs des urgences tant qu'il n'y a rien de grave qui se produit. Et donc ça interroge aussi notre rapport au risque. Le risque qu'on accepte, le risque qu'on repousse et aussi, justement, celui qu'on ne veut pas voir. Il y a aussi la place des secouristes, des pompiers qu'on a de cesse évidemment de saluer et à juste titre. Nos pensées aussi se tournent vers eux avec des témoignages qui font apparaître un autre versant, celui d'un engagement dans des conditions contraintes, avec des effectifs pas toujours adaptés, un matériel pas toujours adapté, le sentiment parfois de ne pas pouvoir être à la hauteur, alors qu'ils en ont tout à fait la motivation et qu'ils ont tous fait ce qu'ils pouvaient. Il y a ce qu'on appelle un traumatisme psychique, évidemment, qui va être lié à l'impuissance et à la contrainte. Le fait de savoir ce qui aurait dû être fait et de ne pas avoir pu le faire, faute de moyens, ça c'est difficile parce que ça touche le vécu profondément et compétences professionnelles de secours, ça re-questionne. Beaucoup de pompiers vont se remettre en question. Et donc ça, comme tu le dis, ça mérite une vraie reconnaissance avec une vraie prise en compte de leur vulnérabilité psychique. Finalement, cette tragédie met en lumière des éléments beaucoup plus larges que les faits, c'est-à-dire pourquoi n'y avait-il pas d'extincteurs, par exemple? Est-ce que l'effectif était largement dépassé dans ce lieu? Les contrôles, qu'en était-il? Est-ce que les responsabilités ne sont pas beaucoup plus larges qu'une simple défaillance d'un gestionnaire? En fait, je pense qu'au final, il faut se poser une question peut-être en prenant un peu de recul, c'est à quel moment une société accepte-t-elle de regarder ses angles morts sans attendre que le feu fasse le tri de manière irréversible? Oui, c'est une question difficile, éprouvante, mais ça fait partie des mécanismes de discernement qu'il faut tous que nous nous appliquons à mettre en œuvre pour tenter d'avancer avec cette souffrance que nous partageons tous et cette colère et ce désir d'information et de vérité dont nous avons besoin. Eh bien, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'Actu en tête. Merci encore à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à toutes et à tous et à très bientôt dans l'Actu en tête sur l'ensemble des plateformes de streaming. Au revoir.